Bonsoir et bienvenue dans le vrai monde. Le réveil bleu acier, à fond en relief muraille de Chine, indiquait 11 heures et les voilages se décollaient doucement des fenêtres, laissant entrevoir entre chacun de leurs mouvements indolents et fragiles la cité interdite et sa succession de façades rouge brique, de ce même rouge qu'ont les interminables routes en terre battue d'Afrique, traversant des villages, des montagnes, des plaines et des forêts tropicales. Et je m'imaginais marchant dessus, à la découverte du monde. Secrètement, je caressais le projet de devenir un jour ethnologue. Non, vous ne rêvez pas, je n'ai pas basculé d'une émission de cinéma à une émission d'ethnologie. Ces mots ont été écrits par vous, Eva Ionesco. Oui, tout à fait, c'est la description chez Christian, d'un matin chez Christian Louboutin, qui est le héros principal de ce livre, où on se réveille. Il n'est pas encore réveillé et je vois tout ça derrière son oreille. Alors vous êtes actrice, réalisatrice, romancière. Les enfants de la nuit est votre second livre, après Innocence. Pourquoi l'appeler roman, alors que j'imagine que tout est vrai ? Parce que c'est très romanesque, et qu'on a eu des vies romanesques, et que cette histoire est romanesque, parce qu'elle a un tel écart avec le temps. Ça s'est passé il y a tellement longtemps, que si vous voulez, comme on a revu les choses, on a revu par le prisme quand même des souvenirs, et cette espèce de concaténation, on va dire, du temps. Il y a forcément, voilà, c'est cette recherche à travers le temps. On peut l'appeler roman, on peut l'appeler roman, oui. Le livre démarre quand vous aviez 11 ans. Alors, vous en avez vécu des choses, mais à 11 ans, on est à l'âge des possibles. Est-ce que vous auriez vraiment pu devenir ethnologue ? Ah mais j'ai suivi des cours libres après, moi, des choses d'ethnologie, tout ça m'intéressait beaucoup. J'ai suivi ce genre de choses. Je lisais beaucoup de sociologie, d'ethnologie, etc. Et j'étais auditeur libre. Et comme j'avais pas été à l'école ni rien du tout, bon, bah voilà, j'étais auditeur libre, ça m'intéressait. Et j'aurais pu, mais c'était pas la bonne période, je pense. Après, il y a eu une bonne période pour tout ça, comme on dit. Et puis après, non. Est-ce que c'est le fait d'avoir été objectivé à l'excès par votre mère qui vous donne maintenant l'envie d'être le sujet de toutes les narrations? Vous n'aviez pas forcément, voire jamais, voix au chapitre quand vous posiez. Aujourd'hui, vous êtes aux manettes, derrière une caméra ou derrière votre stylo. Est-ce que vous pensez que c'est ça, le yin et le yang, vous basculez vers le côté de « c'est moi qui raconte enfin » ? Alors, évidemment, on peut le voir comme ça parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ma petite enfance, mon adolescence et même après. Il y a cette chose-là, effectivement, de reprendre les choses. Mais oui, d'une certaine façon, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette chose-là. De reprendre les choses pour soi, de les re-raconter à sa manière. Mais là, c'est plutôt un portrait quand même beaucoup de mes amis aussi. Je suis centrale, je suis comme une caméra centrale, mais enfin, il est question beaucoup de Christian, de Vincent et de l'amour, des personnages masculins, Jean, Edwige qui est ma première amoureuse. Après, il y a à la fin le grand amour qu'on découvre et qui fait partie lui d'une troisième volet qui est Charles Serrouillat, et donc c'est un peu aussi un hommage aux premiers amours. C'est la recherche de l'amour. Innocence, c'était la quête d'un homme disparu, votre papa. Oui. Le livre se terminait d'ailleurs par un courrier reçu qui est une sorte de postface à votre livre où on comprend finalement comment a fini votre père. Est-ce que Les enfants de la nuit, c'est pas au contraire la quête d'un homme vivant, mais insaisissable, je pense. Je parle notamment de Christian Louboutin et de l'Ange. C'est une sorte de... On a l'impression que c'est quelqu'un qui est là, qui est toujours là. Vous avez 11 ans, vous naviguez ensemble, mais il s'échappe à vous.
On a entre 11 ans, et ça se passe pendant 2 ans. Il s'échappe pas à moi. Au contraire, il est très présent. C'est un amour un peu homosexuel, un amour d'amitié. On a envie de tout découvrir dans l'amitié. Et c'est grâce à lui qui m'a quand même beaucoup protégée que j'ai pu aussi me sortir quelque part, entre guillemets, des griffes de ma mère. Cette amitié a été très importante parce que d'abord, ça a été ma première amitié et qui, quelque part, il m'a sauvée de quelque chose qui était la mort. Parce qu'avec ma mère, j'étais confrontée à la mort. Donc, il est plus que présent. Je ne parle pas des absents. Je veux dire, il n'est pas mort. Je veux dire, voilà. Donc, en ça, c'est ça. L'autre question que vous m'aviez posée, c'était quoi? On parlait de Christian. C'est la quête de l'amour. Non, et tout le long du livre, je cherche l'amour, qui est un amour, voilà, un homme qui m'aimerait. Moi qui suis trop jeune, etc. Et cet amour, je le rencontre effectivement bien au bout de la nuit, comme au fond des enfers. Je le rencontre dans ce couloir rouge et or qui était ce palace, et c'est ce garçon qui va me sauver. Au cœur pur, parce que c'est très important, cette recherche de pureté à travers la nuit. Parce que les nuits, on rencontre des gens qui sont abîmés, des filles salies par la drogue, des filles abîmées, des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que l'idée de pureté, en tout cas, moi, a toujours été quelque chose de très présent dans mon esprit. Et la nuit, tous les chagrins sont gris. Vous parlez souvent de gens, vous me dites « Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle danse, elle est superbe, mais... elle va pas bien, on la sent suicidaire. Il y a toujours ce côté un peu Janus dans toutes les descriptions que vous donnez. Je crois qu'à même un moment, vous dites on s'éclate, on danse. Qu'est-ce qu'on est misérable. Ah non, j'ai pas dit ça à ce moment-là. J'ai dit c'est quand je couche avec Edwige le premier soir. Et en fait, j'arrive pas vraiment à savoir comment faire avec son corps parce que c'est la première fois que je couche avec une si belle fille. Et elle était très impressionnante et moi j'étais plus jeune et elle sortait déjà avec des filles un peu 50s, etc. Elle avait un flair suicidaire. Elle aimait bien être, voilà, et tout ça. Et le matin, bon, ça se passe mal et on se retrouve dans la cuisine et je dis, finalement, on est tous des misérables en regardant le rayon de soleil. Je pense que c'est à ce moment-là. Quand vous rencontrez Christian Louboutin, vous écrivez « J'ai eu la sensation inoubliable de me reconnaître ». Oui, parce que c'était très incroyable. Parce qu'en fait, dans Paris, à cette époque, les gens étaient à peu près normaux. Et puis, quand on voyait des punks, quand on voyait des rockers, eh ben, on se disait, bon, bah voilà, c'est des punks et des rockers. En plus, il y avait des bandes qui s'affrontaient. C'était compliqué. C'était compliqué pour un garçon de s'habiller, de se maquiller dans la rue. Il se faisait frapper. Il se faisait dépouiller de ses Santiago. C'était pas facile. Les gens vous regardaient, vous laissez pas vous asseoir au bar ou je ne sais pas quoi. Vous faisiez des réflexions, vous sortez des taxis. Enfin, voilà. Et donc, moi, j'étais un peu malmenée et tout ça. Et tout d'un coup, je voyais un garçon qui avait quand même un look assez anglais. Et c'était pas facile d'avoir un look anglais à l'époque parce que ça s'adressait à des gens plus âgés. Le punk est venu plus tard, etc. Parce qu'il y avait le truc de Mont-de-Marsan, etc. C'est avec Alain Pacadis et tout ça, c'est venu un peu plus tard. Et lui, il était déjà pré-punk. Et je le vois avec cette espèce de cape, qui était un peu une cape à la Vivienne Westwood, un peu anglaise, et avec un espèce de béret comme ça, un espèce de béret, on ne sait pas si c'est un béret breton ou quoi, et maquillé, parce qu'il avait du col cajal, et un tout petit peu les lèvres faites. Et je me suis rappelé ces photos un peu noir et blanc, sépia, ou en tout cas, voilà, ou inversées, où les gens sont un peu genre comme dans les choses 1930. Vous voyez ce que je veux dire ? Les choses sont en 1930. Et je me suis dit, soit il a vu les photos de ma maman, et c'était aussi une mode. Et ça m'avait impressionné de voir un garçon quand même excentrique. Voilà. Et je me suis dit, il ne doit pas être plus âgé que moi. Et il était très beau. Et je me suis dit, puis il était très intéressé. On a flashé simultanément l'un sur l'autre. C'est-à-dire que lui voyait ce que moi je voyais et inversement. Donc ça a été comme... j'avais l'impression de me voir, effectivement. Pourquoi vous vouliez vous faire embaumer à 6 ans ? Pourquoi je voulais me faire embaumer à 6 ans ? Oh, parce qu'il y avait plein d'histoires. Parce que je voulais me faire embaumer à 6 ans... Bon, déjà, moi, ma vie avec ma mère était très branchée. Elle aimait beaucoup amener des théâtralisations. Des théâtralisations de la mort. On habitait près d'un cimetière. On allait, à chaque fois qu'on voyageait dans les villes étrangères, on allait voir les cimetières. Elle-même habitait dans ce cimetière au Caire où tout le monde habite, etc.
Et moi, l'histoire de l'embaumement, ça me plaisait beaucoup parce que je crois que c'est Eva Perón qui se fait embaumer à la fin de sa vie. Et on lui a volé son corps, on lui a volé son cadavre, etc. Il y avait toute une histoire, elle était maquillée, etc. De garder cette espèce de choses, un peu aussi comme de rester tout le temps, éternellement, comme ça, figé dans une image qu'on aime de soi, etc. Longtemps après, pour qu'on puisse vous regarder même après. Je trouve que c'est sympa. Et quand Christian Louboutin se présente à vous, hein, à un moment, il insiste en disant que dans Christian, il y a Christ. Exactement. Ça, il a insisté beaucoup. Donc, ça, je me souviens très bien. Il disait Christian, c'est Christ. Moi, je dis quoi? Et puis il disait Christian. Et moi, il le faisait mieux que ça parce qu'il avait un accent qui tapait plus. Oui, dans le mot Christian, dans Christian, il y a Christ. Et dans Eva, il y a Ève. Exactement. Alors, je vous propose, dans les 45 minutes que nous avons de zigzaguer à travers le livre, on fera des petites incursions en fin d'émission avec 3 films qui ont marqué votre vie de femme ou de spectatrice. Mais on va commencer par un extrait de votre film, Une jeunesse dorée. Je voudrais avoir un enfant avec moi. Oui, un jour. Moi, je dis ça dans l'idéal. Dans l'idéal, bien sûr que j'aimerais. On pourrait de temps en temps aller à la campagne, sans la bande, rien que tous les deux. Changer un peu d'air. Tu crois pas? Hein? Dis. Oui, pourquoi pas. Tu veux voir le dernier personnage de mon théâtre d'ombre? Oh oui, montre-moi. C'est le cheval, je lui ai mis une cravate. C'est trop bien! Oh, je vais te bouffer. Oh, Michel, viens que je joue au martyr au lion. Allez, viens! Dans Les Enfants de la nuit, vous dites à un moment, j'ai eu la certitude que Dieu voulait que je reste enfant. Et je me demandais, en écoutant cet extrait, ce grand écart entre l'idée de « plus tard, je vais avoir des enfants », vous en avez eu, et l'idée de rester toujours enfant. Est-ce que le monde de la nuit, c'est pas aussi un monde qui peut maintenir dans un état qui est peu propice au grandissement ? Oui, bien sûr, mais en fait, quand on reste un enfant en soi, et c'est quelque chose où on est rattaché à l'enfance, et finalement, c'est un peu ce qu'on a de plus précieux en soi. Donc, je crois, pour chacun des hommes et des femmes, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des gens qui me diront, bah non, c'est pas l'enfance, c'est plus tard, c'est quand j'avais 30 ans, 40 ans que c'est plus important pour moi. Mais enfin, le monde de l'enfance, reste quand même le monde le plus merveilleux qui soit, ou horrible. Mais enfin, voilà, c'est quand même là où on apprend, on comprend tout, et on a cette connaissance du monde qui, après, vous échappe, parce qu'on est plus intelligent que les grands. On a cette chose... On a cette chose on sait les choses, on sait presque les choses plus que les grandes personnes. Donc ça c'est merveilleux. Dans Dickens, les personnages sont complètement mus par des choses magiques, des instances. Voilà, donc il a très très bien capté ça, Dickens, dans tous ses personnages. C'est magnifique. Je crois que c'est André Malraux dans la condition humaine qui disait « Il n'y a pas de grandes personnes ». Qu'on soit général, président, ministre. D'une certaine manière, on est encore l'enfant. Oui, oui, je crois aussi, oui. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est vous demander un petit test. Je vais demander de fermer les yeux. D'accord. On l'a demandé avant vous à Fred Cavaillé, à Mathilde Amé. Est-ce que vous pouvez, malgré ce vécu chargé que vous avez eu à l'enfance, nous spatialiser votre chambre? Je n'avais pas de chambre, donc je ne suis pas vraiment spécialisée de chambre. Je peux vous spécialiser la chambre de mamie, qui était mon arrière-grand-mère, puisque ma grand-mère vivait aux États-Unis et avait immigré de Chine. Et avait été à Constanza. Donc ma grand-mère, que j'appelais mamie, mais qui en fait était mon arrière-grand-mère et qui avait 85 ans, habitait une chambre de bonne... un tout petit peu plus grande qu'une chambre de bonne, donnant sur les boulevards de Ceinture,
en face de l'école de boucherie. Et donc, quand on était à droite, il y avait une pâtisserie. Quand on était à gauche, il y avait un vendeur de télévision. Quand on était en face, évidemment, il y avait aussi un lavomatique. Et puis, plus loin, dans l'autre pâté de maison, sur la droite, il y avait Orly, c'est-à-dire le lycée Paul Valéry, où Christian allait, où nos amis allaient, nos amies filles allaient. Et avec mamie, c'était au premier étage. Donc, je sautais parfois par la fenêtre. J'avais un chat. Voilà, j'en ai eu qui s'appelait Bulle à cause de Bulogier. Et il y avait une télé face à la fenêtre. Mamie avait un lit. Moi, j'avais un lit de camp. Voilà, j'avais un lit de camp qu'elle dépliait tous les soirs, etc. Il y avait une grande armoire et il y avait un buffet où elle rangeait des photos et beaucoup de choses de correspondance avec des gens de Roumanie, des gens des pays de l'Est, et il y avait un coin cuisine et un coin salle de bain qui était au sol démarqué par un linoléum marron et puis une moquette qui a été marron puis qui a été verte. Et il y avait son fauteuil, qui était son fauteuil vert, et au-dessus une cheminée, pas une cheminée, un radiateur, avec des photos et une lampe pour regarder. Puis elle sortait dessous le lit, une table de jeu, et c'est sur cette table de jeu qu'on mangeait. Donc il y avait, on dépliait tout, quoi. Vous pouvez rouvrir les yeux vers Ionesco. C'est la plus belle description, la plus complète, la plus exhaustive de tous nos invités. Et d'ailleurs, au bout de 30 pages, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, mais comment fait-elle pour se souvenir de tout ? Quand vous décrivez un sourire avec les mâchoires rentrées, elles sont rentrées. Des fois, il y a des descriptions, vous voyez quelque chose à travers une flaque d'eau dans laquelle se réverbère la lune. Vous aviez tenu des journaux à l'époque ? Ça a l'air tellement incompatible avec la frénésie de la vie. Bah oui, parce que j'écrivais quand même. Oui, quand j'étais à Nanterre, j'ai écrit quand j'étais à New York. J'ai retrouvé des cahiers. Après, j'ai plus écrit. Parce que moi j'ai pas été à l'école, donc en fait j'ai très peu été à l'école, donc la seule manière, ma mère lisait beaucoup, et la seule manière d'apprendre un peu des choses, etc., c'était de lire. Parce que je me dis, si tu lis pas, je veux dire, c'est terminé, tu lis pas, tu vas pas à l'école, c'est fini. Donc j'ai beaucoup lu, et après j'ai fait des études théâtrales, et donc quand on fait des études théâtrales, j'en ai fait pendant 10 ans avec Patrice Chiraud et avant Antoine Vitesse, les gens lisaient, je veux dire, on lisait tous, c'était hors de question de ne pas lire. Donc, pour en revenir à la manière dont je me souviens des choses, si j'avais écrit avant, j'avais écrit effectivement avant ça, et puis au moment de Nanterre, j'ai écrit aussi, parce que Jean-François Goyer à l'époque m'avait dit, il faut que tu écrives, parce que j'avais écrit des choses pour Jacques Doyon en fait, et il me dit, écoute, t'écris des histoires, c'est vachement bien, il faudrait quand même que t'écrives autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est Jean-François Goyer qui m'a poussé en fait à l'écriture. Est-ce qu'il y a des objets dans cette chambre que vous nous avez décrite qui sont encore dans votre lieu de vie aujourd'hui ? Parfaitement. Alors j'ai gardé une boîte, parce que ma grand-mère avait vécu en Chine, et en fait elle avait eu les trompes, c'est ce que je raconte dans mon premier livre Innocence, ligaturées, parce qu'elle ne voulait plus avoir d'enfants, parce qu'elle s'était fait violer par son père ou son beau-père, et donc elle a été répudiée par la famille Wong à l'époque, avec des objets, des malles, des tissus et de l'argent. Bon. C'est quelques menus objets, j'en ai gardé quelques-uns. J'ai une petite boîte, effectivement, une petite boîte à bijoux. Voilà. Il y a un tableau représentant une dame, une espèce de sorcière. On ne sait pas trop si c'est une sorcière. Enfin, elle est un peu bossue, elle a des cheveux. Elle a balai avec, elle tient des choses, ça rapporte de l'argent, en fait. C'est prospérité. C'est quand même un assez grand tableau. Un vase bleu, très joli. Le vase Bing s'est cassé, c'est dommage. Et un cadre en jade. Et puis une petite chose pour mettre de l'encens. Ça appartenait à mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère. J'ai des tasses de thé. Parce qu'elle aimait bien prendre le thé. Alors, elles ne sont pas formidables, ces tasses, mais moi, je les aime beaucoup. Hein. Alors, je les ai gardées. Christian Louboutin vous a appris quelque chose qui est indispensable si on veut survivre dans le monde, c'est à ne pas casser les biscottes. Mais plus sérieusement, il vous a, j'ai l'impression quand même en filigrane, appris le côté dionysiaque de la vie.
Je crois qu'à un moment, que vous lui demandez s'il y a une vie après la mort. Il vous dit, mais non, il n'y a pas de vie après la mort. C'est maintenant que tu dois vivre. Et il y a une phrase que j'ai notée. Vous parlez de Christian Louboutin et vous écrivez, il n'en revenait pas de la prospère abondance de la vie. Oui, tout était incroyable. C'est-à-dire que tout était abondant. Et de toute façon, Christian n'est pas quelqu'un qui aime souffrir et qui est pas du tout dans la douleur, etc. Dès qu'il a mal ou que ça va pas, etc., ça ne fonctionne pas pour lui. Et puis, oui, il était dans la... Exact, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il ne revenait pas de la vie, il ne revenait pas que tout ça existe, qu'il y avait toutes ces possibilités. Et il était quelqu'un d'absolument curieux de la vie, curieux des gens, posant beaucoup de questions, très jeune, très tôt. C'était incroyable parce qu'il aurait pu devenir écrivain. En fait, c'était lui. Enfin, il aurait vraiment. Il avait cette démarche-là. Dès qu'on allait quelque part, il allait parler aux gens et il apprenait des choses qui après il nous racontait. Mais genre, oui, il avait fait ci, il habitait là. En fait, il est comme ci, il dit ça. En fait, c'était pour un jeune garçon, c'était quand même assez téméraire. On a l'impression que c'est un peu comme un sourcier. Oui, exactement. Il aimante et il arrive Voilà. à tirer chez les autres, à les laisser vivre aussi, mais à tirer. Voilà. Vous le comparez d'ailleurs à des personnages de Fellini. Oui, Gito. Dans Oui. dans le Satyricon, ou des personnages de la Dolce Vita. Bon, il a un gros défaut, ce Christian Louboutin, c'est qu'il aime le cheval. Il aime manger le cheval. Oui, il aime manger le cheval. Il habitait en face d'une boucherie chevaline. Et c'est devant cette boucherie que vous vous êtes dite, je serai une star. Exactement. Exactement, parce que à chaque fois, je faisais un vœu à chaque fois, etc. Et il adorait le steak de cheval. Bon, il adorait pas que le steak de cheval, il adorait les merguez. Ah ben, il aggrave son cas, hein. Mais le steak de cheval, j'avoue qu'il aimait beaucoup, ouais. Alors, dans le monde de la nuit, vous avez croisé Yves Saint-Laurent, Aragon, mais aussi Bruce Springsteen. Oui, à l'époque, quelques secondes, hein. Secondes. Ouais, mais à l'époque, Bruce Springsteen n'était pas aussi connu qu'il est devenu connu après. Il a explosé, c'est après qu'il est vraiment devenu une superstar, etc. Enfin, il était déjà un peu connu suffisamment pour que les filles disent, mais c'est Bruce Springsteen, parce que c'était le début, mais déjà le début aux États-Unis, c'était un grand début. C'était déjà des grosses scènes, des machins, du gros son, etc. Et oui, il a flashé sur moi et il était pas mal, hein, il était grand et tout, mais je sais pas pourquoi j'ai dit non. C'est vrai que sa fille fait du cheval pas très loin d'ici. Ah bon ? Ouais, elle fait du cheval à Chantilly. Ah, c'est un scoop. Du coup, tous les auditeurs vont partir là-bas, mais il vient souvent à Paris voir les évolutions de sa fille. En tant qu'écuyère. Bon, il a fait une chanson qui s'appelle Born to Run. Ouais. Vous, votre livre, c'est Born to Fun. Tout ce que vous avez vécu, et je vous propose de faire une petite pause musicale. On pourrait faire quasiment un karaoké avec toutes les musiques qu'on entend dans votre livre. Donna Summer, James Brown, mais j'ai choisi Divo, les Kings, mais j'ai choisi celle-là. Vous êtes dans Le Vrai Monde, invité Eva Ionesco, c'était Blondie, X-Ray Offender. Eva Ionesco, dans Les Enfants de la Nuit, sont quasiment débordés le périphérique de Paris. En 3 pages, on passe d'une soirée incruste dans les beaux quartiers à une soirée pogo, punk. On va à Pigalle, donc vous dites Pigalle, c'était le voyage des voyages. Vous y revenez des fois dans ces endroits ? J'habite là-bas, donc maintenant, ça y est. Vous n'habitez pas partout. Vous n'habitez pas devant la Main Bleue. Non, mais j'habite dans le quartier que j'adorais adolescente. J'habite à Montmartre, près du Sacré-Cœur. Et c'est vrai que je me fais cette balade. Je me la fais, parce qu'on habitait là. Puis après, avec Charles, on habitait aussi dans ce quartier. C'est un quartier que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. À cause des films aussi, à cause du demi-monde qu'il y avait maintenant qui n'existe plus. Et oui, j'habite là. Donc je suis toujours dans le quartier. En fait. Il y a un moment très cocasse dans le livre. C'est un moment où vous discutez avec un personnage et il vous demande si vous avez voyagé. Et vous avez, 12-13 ans et vous répondez « Bof, non, pas assez ».
Je connais l'Espagne, l'Italie, Londres, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique et les États-Unis à 13 ans. C'est à Christian, oui, quand on est dans le métro et que c'est notre première sortie dans Paris et qu'on s'enfuit juste après, il se fait dépouiller. Enfin, il se fait dépouiller, on se fait attraper par une bande de rockers. Et moi, je voyageais beaucoup et notre rêve, Christian adorait voyager. L'idée du voyage chez Christian est venue très tôt. Par la suite, il a fait tous ces voyages qu'on connaît pour ses chaussures, mais il n'était pas obligé de voyager autant. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui, avec lui, le voyage était quelque chose d'important. On partait souvent, même dans nos chambres, dans cette chambre qui est un peu comme celle des enfants de Cocteau, les enfants terribles de Cocteau. Christian évite beaucoup au voyage. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui a cette chose du voyage en lui. Depuis quelques mois, je demande à une spécialiste du métalangage d'analyser le regard de nos invités. Ah. Je ne crois pas que beaucoup d'émissions fassent ça. Alors j'ai demandé à Anne Rioux de regarder vos yeux, sans aucun a priori ni a posteriori. Et voilà ce qu'elle a envie de dire sur votre regard. Vous croisez ce regard et vous voyez une mer, M-E-R, fermée, paisible, endormie, à cette heure du soir où on dit « c'est une mer d'huile ». On se sent recueilli dans cet espace clos, secret, enveloppé dans un silence contenant tous les bruits et orages d'un autre moment du jour. C'est un regard, le vôtre, suspendu, comme on dit un instant suspendu. Presque une prière partagée. Puis, accroché là dans ce temps hors du temps, dans ce lieu hors des lieux, vous finissez par voir les vagues et vous entendez les grondements marins d'une autre heure du jour. Ce regard limpide, calme, enserre dans sa langueur une lumière cotonneuse, percée de 1001 filaments or et argent comme des javelots puissants d'Amazone. C'est le calme plat, jetant un voile élégant sur les charivaris intimes. Ce silence visuel du premier abord recouvre des vacarmes à peine endormis. On voit peu à peu l'oxymore de ce regard doux et puissant. C'est une lumière lunaire et solaire qui donne à ressentir une temporalité atypique entre onirisme et réalisme. Les iris sont moirées, scintillantes. Elles dansent avec une sensualité amène, mais les pupilles noires fulminent et se contractent dans un monde plus dur. On est quelque part entre le cuit et le cru, pour reprendre l'expression de Lévi-Strauss. C'est une bataille entre pulsion et culture, vertige et rigueur, masculin et féminin, ciel virginal et ciel du diable. Des variations acérées de luminosité, des dilatations de pupilles et des mouvements de plis palpébraux, savants, laissent penser à une vision via un kaléidoscope. Tout bouge, tout se transforme, se perd, se condense, s'amplifie. Ses yeux à l'ouvrage laissent deviner une façon surréaliste de percevoir non pas le monde plat, mais des mondes dynamiques, aux variations multiples, avec des distorsions imaginaires. Voir plus loin que ce qui est donné, et aller vers des horizons aux infinies combinaisons. Ici, c'est ailleurs. C'est un regard qui transgresse les limites et qui ne s'assujettit pas aux lois castratrices de la tradition routinière. Un regard qui entre dans la chambre noire et projette une lumière fantasmagorique sur un réel trop plat. Ce regard nous tient, nous contient, et c'est l'embarquement pour Cythère. Charles Baudelaire a sûrement croisé ce regard dans un de ces lieux inaccessibles, au sens trop commun. Ses yeux réinventent le temps et l'espace euclidien. On est dans les courbes, dans les rêves de recommencement, toujours recommencer. Et en même temps, valeur suprême, consacrée de l'instant. Vivre à pleines dents, à plein cœur et jusqu'aux confins du possible, en spirale. Dans ses yeux, il y a un côté animal, qui opère dans des espaces non domestiqués. Une louve bien campée, dans sa puissance altière, enveloppant avec douceur sa meute et tenant à l'écart ce qui instinctivement lui paraît étranger ou vulgaire. Un regard également ophidien qui fascine, charme, envoûte et garde souvent la maîtrise et toujours la distance. Jouissance ultime dans le miroir de l'altérité. Dans ces forces-là se joue toute la complexité dionysiaque du fracassement de la belle forme apollinienne. L'éternel féminin, non comme joli spectacle immuable, mais comme chantier de ce que les Grecs appelaient poésis. Tous les grands récits bibliques et mythologiques peuvent être convoqués pour dire les jeux de cet espace créateur qui est dans vos yeux, Eva Ionesco. Ève, bien sûr, origine des origines entre amour et péché. Judith pour sa puissance phallique. Salomé et sa chorégraphie voluptueuse obtenant ce qu'elle veut. Aphrodite, la beauté ne craignant aucun dieu et même pouvant rivaliser avec eux. Osons aussi, pour dire les forces paradoxales de cette complexité, convoquer Marie,
pour sa puissance d'amour sacré, donnant la vie, mais tout aussi bien Marie-Madeleine pour son amour profane, annonçant la résurrection du trop mortel. En réalité, dans ce regard, une seule langue se parle, celle de l'amour, qui se conjugue de agapé à Eros et de Eros à agapé. Ce n'est pas un regard de purgatoire, ce n'est pas un regard pour une perception tiède, mais un regard intempestif, jouisseur dans l'affirmation de la vie entre Eros et Thanatos. Peut-être, pour conclure, pourrait-on dire que ce regard voluptueux, soyeux, mystérieux et insularité. Vous êtes une île, Eva Ionesco. Votre regard participe à l'étendue des flux et reflux de la vie ample, mais depuis sa hauteur poétique et créatrice. C'est très joli, merci. En général, il y a toujours un grand blanc après cette analyse. Ah non, les invités disent « Ouais, c'est sûrement très beau, mais ouf !» Non, c'est beau. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu en particulier? En particulier, non. Je n'ai pas retenu quelque chose en particulier. Je vous ai écouté tout entier. Donc... Je vous le donnerai. Je vais me demander de... Je vais vous le donner. J'aimerais qu'on fasse le jeu de la totémisation en parlant de vos amis. Le livre, Les enfants de la nuit, est dédié à vos amis. Ouais. Donc, alors, il y a des amis maléfiques. Hein. Bah, ça. Il y a Jean. Ouais. D'ailleurs, le chapitre s'appelle Le Mal. Voilà. Alors... Comme ça, sans réfléchir, un peu comme Anne Rioux a analysé votre regard sans réfléchir, on va donner un totem ou un animal à ces personnages. Jean. Ah ouais, c'est compliqué. Ça peut être tellement simple aussi. Bah ouais, non, mais bon, le serpent. Non, pas le serpent, ouais, quelque chose comme ça d'un peu gluant. Ouais, vous savez les serpents qui sautent là? Un anaconda, voilà un anaconda. Vincent, qui se faisait appeler Timothée au début. Le grillon. Alain Pacadis. Alain Pacadis, un chien. Christian. Bah, je ne vais pas dire un petit singe, il va être furieux. Un koala, peut-être. Ouais, un truc comme ça. Un truc qui s'agrippe avec des pattes sur les arbres et tout ça. Vous êtes d'accord pour écouter des petits extraits de films que vous avez choisis et qu'on pourra éventuellement, vous allez nous expliquer pourquoi vous aimez tant ces films et pourquoi pas, qu'est-ce qu'ils disent de vous. On va commencer par un film de Mizoguchi qui s'appelle Oharu, Femme galante. Alors, c'est en japonais. 本当じゃ。もうこんな大きめを見ないでも立派なお屋敷に住まいます。松平様からお使いが見えてな、千殿様がご他界になり、若殿様がお後にお直りになったので、私の子供が殿様になりなさった。ついてはその海の親でお前をお屋敷に引き取りたいとおっしゃるので、それは。Alors, je peux contextualiser cet extrait. C'est le moment où Oharu, qui a été une jeune femme qui vit d'expédient en 1686, à qui on a demandé de faire un enfant pour la femme d'un samouraï, qui est stérile. Et c'est un moment où elle apprend qu'elle va peut-être voir cet enfant qu'elle a mis au monde et récupérer, entre guillemets, sa maternité. Pourquoi est-ce que vous aimez tant ce film, Eva Ionesco ? D'abord, j'aime ce film et j'aime les films de Mizoguchi qui parlent de la condition des femmes en général et que je trouve absolument moderne. Beaucoup moderne. Et il y a toujours l'idée de l'honneur et d'une chose qui, tout d'un coup, où il y a un truc, il y a quelque chose qui va changer le destin et qui... On va, par exemple, les femmes qui se font violer, après se prostituent. Parce qu'il y a quelque chose comme ça de l'honneur qui a été abusé. Et donc, c'est quelque chose de très violent. Et c'est quelque chose voilà, qui a une espèce aussi d'acte de foi curieux. Et j'aime beaucoup cette vision qu'il a des femmes et du destin des femmes qui est très moderne. Et très moderne et très, très, très violent aussi. Dans un monde très violent, parce que c'est toujours très violent dans les films de Mizoguchi. C'est à la fois violent, poétique, et puis il y a des fantômes, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais dans ce film, oui, c'est des destins c'est pour ça que j'aime Mizoguchi, à cause des destins, de tous ces destins de femmes. Et je n'ai vu nulle part ailleurs que chez lui autant de
autant de précision, de destin de femme que ce réalisateur. Voilà, c'est le seul. Mais il est un maître. Hein. Le film commence par un plan en mouvement. On voit des personnages qui bougent. Et dans votre livre, dans Les Enfants de la nuit, je crois qu'il n'y a pas un seul moment où on vous voit assise quelque part en train d'être isolé ou de vous isoler. J'ai vu beaucoup de points communs entre le film et votre récit, entre Oharu et Les Enfants de la nuit. Bah oui, mais alors après quand on écrit, c'est le livre un peu qui commande, et c'est vrai qu'on était vraiment dans une effervescence, etc., qui est aussi celle de la jeunesse. Je crois que c'est pas du tout fait. Ça s'est fait comme ça. Il y a un condamné à un moment qui, avant d'être décapité dans le film, dit les dernières paroles qu'il prononce avant que sa tête gicle, c'est que vienne le jour où on pourra s'aimer sans distinction de classe. Eh oui. Le monde de la nuit, le vôtre, tel que vous le décrivez dans votre livre, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qu'on retrouve beaucoup moins aujourd'hui? C'est qu'on avait l'impression qu'il y avait un plus grand brassage qu'aujourd'hui, des genres, des classes. Ah oui, tout à fait, mais c'est dû aussi à l'espace, parce que je veux dire, maintenant, quand on sort le soir, etc., quand on va dans les gens qui sont connus ont une ordre de gens, il y a 3000 gardes, 2000 téléphones, les gens, ils sont avec des marques partout, ils viennent poser devant un machin, on peut pas les approcher, etc. Donc, si vous voulez, en plus avec le Covid, bon, voilà, mais... À l'époque, les gens, ils étaient là, voilà. Ils étaient à côté de vous, vous leur parlez, le verre était là, ils pouvaient prendre votre verre, etc. Donc, il y avait les échanges sociaux étaient plus... on pouvait rencontrer des gens très connus, moins connus, enfin, toutes sortes de gens se côtoyer dans la nuit de façon très proche. Chose qui n'a pas eu lieu après, parce que c'est le monde des discothèques, du grand boom des discothèques mondiales. Après, je sais pas, moi, j'ai pas fait des trucs de house music et des choses comme ça. Mais c'est vrai que il y avait ça, c'était après les années 60, c'est les années 70 finissantes, on va dire. Dans Une jeunesse dorée, dans votre film, Alain Pacadis dit à un moment « J'ai peur que le palace n'existe plus ». Oui, parce qu'il disait des choses comme ça. Il était tellement enfantin, alors lui, il était très enfantin. Alors, bon, il reconnaissait l'enfant en moi, et il aimait beaucoup ça. Donc, il me disait beaucoup de choses, il me parlait, il me lisait des livres. J'allais chez lui, bon, ça, cette scène-là, je ne l'ai pas mis, mais il me lisait des bouquins. Il me passait des livres, il lisait des bouquins. Il adorait échanger là-dessus. C'était pas simplement quelqu'un qui prenne de la drogue et qui voulait tout le temps s'enfermer ou palace pour ne plus y bouger. Je crois que c'est une image aussi. Alors évidemment, je pense que j'ai un avantage sur vous, c'est que j'ai revu Oharu ce week-end. Ah oui, ça, vous avez un avantage sur moi. Moi, je ne l'ai pas revu ce week-end, alors votre mémoire est bien plus fraîche que la mienne. Je l'ai vu, genre, il y a longtemps quand même. Hein. Et ben, à un moment, il y a un messager qui vient chercher justement la femme qui sera une génitrice pour son maître, et il part d'un dessin. Il part d'un dessin pour essayer de retrouver dans le petit village la femme qui ressemble le plus à ce dessin. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de faire des comparaisons avec vous, avec la manière dont vous avez été... Vous étiez très vite une image, presque avant d'être un être humain. Oui. Presque. Ouais. Enfin, disons que ma mère m'a beaucoup photographié, de très, 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 très jeune et beaucoup trop, et de façon excessive. Et pas... Donc, j'étais, on va dire, un modèle pour ma mère, mais aussi pour d'autres gens, de l'âge de 4 ans à 14 ans. Enfin, ça a duré 10 ans. Ce qui est beaucoup, quand même. Donc, j'ai beaucoup travaillé, quoi. Dans votre livre, c'est beaucoup de premières fois. Première fois que vous dansez, première fois que vous prenez le métro, première fois que vous avez un amour homosexuel, première fois que vous prenez de l'héroïne. Depuis quelques mois, quelles sont les premières fois de votre vie ? On a encore des premières fois, non ? Ah ouais, alors moi, la première fois, là, c'est la première fois depuis, je sais pas, j'avais 17 ans quand j'habitais à la Louisiane, c'est la première fois où j'habite seule, sans, mon fils est parti, je suis séparée de mon mari, donc je suis seule. Donc c'est une première fois, et c'est une première fois un peu vertigineuse, parce que c'est vrai que avant j'étais à Nanterre, avant j'étais avec des copains, enfin, il y a toujours eu des... J'ai habité avec mon fils, donc je n'étais pas seule. Donc c'est la première fois que je suis seule. Ben, ma foi, c'est comme ça. C'est aussi vertigineux que... C'est vertigineux, oui. Oui. C'est intéressant. Alors, le deuxième film, on a beaucoup parlé de la Cour suprême des États-Unis, puisqu'elle vient de révoquer le droit à l'avortement. Eh bien, ce film est passé devant la Cour suprême des États-Unis
Les Amants de Louis Malle. Et alors ? Et alors, tu n'imagines pas l'importance que peut avoir la coiffure à Paris. Qu'une femme soit coiffée ou qu'elle paraisse décoiffée, peu importe, pourvu qu'elle ait une coiffure. C'est la coiffure qui donne du chic à la robe. Du reste, c'est à la façon de se coiffer qu'on reconnaît... Qui ça ? Eh bien, tout le monde. Les Américaines, les Suédoises, les Parisiennes, les Provinciales, enfin tout le monde. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Maggie s'y connaît. Elle estime que si l'on n'est pas une grande beauté, il faut avoir un genre. Mais toi, tu n'as pas besoin d'avoir un genre, puisque tu as un mari. Un mari qui me regarde quand il lui tombe un œil. Si tu crois que je ne te regarde jamais, pour qui veux-tu avoir un genre ? Pour personne. Pour moi. Pour être à la mode. C'est mon droit. C'était donc les Amants de Louis Malle, et effectivement ce film a été banni de plusieurs États américains pendant son exploitation. Il est passé devant la Cour suprême pour trancher. Bon, moi je le vois, hein, ce qui vous touche, mais j'aimerais que vous nous le disiez. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces longs moments dans la nuit, au petit matin, toutes les scènes de lit, je les trouve formidables. Où ils se retrouvent, et après il y a toute la déambulation dans le jardin... Et toute l'arrivée, même avec la tête de chevaux, ils s'arrêtent, elle est un peu en panne ou je sais pas quoi, et ils vont dans cette maison, ils se retrouvent, et voilà, donc ces scènes de lit qui sont carrément filmées en temps presque réel, parce qu'elles sont très longues, elles avaient fait à l'époque scandale, et c'est magnifiquement filmé. Et c'est très beau. De toute façon, c'est très beau, Louis Malle. Mais ces scènes de... Je me rappelle avoir photographié entièrement le film, pour voir toutes les scènes de lit. J'avais photographié... Et ce noir et blanc est particulièrement beau quand on passe de la nuit au jour. Et Jeanne Moreau, avec cette voix particulière, imprègne totalement le film. C'est un très beau film, oui. C'est un très beau film sur les amants. L'homme pour qui elle part et qu'elle connaît à peine est archéologue. Et donc il tranche évidemment avec le métier de son mari qui est patron de presse. Et il tranche aussi avec le côté établi. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire aussi, là aussi, des raccourcis. Enfin, non, pas des raccourcis, des obliques, des diagonales avec les amours que vous avez eus, ou les amours platoniques ou vivaces. Christian Louboutin est un artiste. Et là, dans le film, c'est un archéologue. On a l'impression que Jeanne Moreau a besoin de vibrer pour quelqu'un qui a des idées. Elle a raison, parce qu'avec l'amour, je veux pas d'autre chose. Je veux dire, après, on peut parler d'autre chose si on veut. Mais les sujets, c'est quand même... je sais pas, après, on peut parler de la guerre, on peut parler... Voilà, mais finalement, la littérature, le cinéma, les histoires qu'on a racontées, ça parle d'amour. Ça parle aussi de désamour, mais je vois pas de quoi d'autre on peut parler. Louis Malle dit que si son film a fait scandale, c'est que d'habitude, dans le cinéma français, quand il y avait des séquences de sexe, les réalisateurs faisaient pas noter leur caméra du lit jusqu'à une fenêtre. Oui, ou de monter et de pas noter jusqu'en haut. Oui. Et là, de juste montrer la main de Jeanne Moreau. C'est magnifique, pendant un orgasme. Toutes les choses, la main, la main, le lit, les pieds, la scène de la salle de bain aussi est formidable. Ils vont prendre un bain après, etc. Et non, tout ça est très, très joli. Très joli. Et la déambulation dans le jardin en chemise de nuit blanche, c'est ça. Non, c'est... Et même tout dans la maison avant, avec Cuny, comment elle se prépare, elle veut sortir, etc. Cet homme est un peu... pas comme même des personnages de Buñuel, mais enfin bon, il est quand même... il veut l'enfermer sans l'enfermer. Et elle part à Paris. Non. Enfin, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, Les Amants. Troisième film, Taxi Driver. Pourquoi tu veux tellement que je retourne chez mes parents, hein? On me déteste là-bas. Moi, si je me suis tirée, c'est que j'avais une bonne raison. C'est froid chez eux, un désert. Je comprends, mais tu ne peux pas vivre comme ça. Ici, c'est l'enfer. Une fille, ça doit être en famille. MLF, t'as entendu parler ou pas? T'es pas une femme qu'il faut libérer, enfin. Tu es encore toute gosse, tu devrais être à la maison avec tes parents. Tu devrais porter des jolies robes, t'amuser avec des petits fleurs, tu devrais même aussi aller à l'école. Le truc classique, enfin. Mon Dieu, alors toi, tu dates. Non, je date pas. C'est toi qui dates. Tu déconnes, oui. Non, mais enfin, tu te vois, tu sors avec toutes les épaves qui traînent dans les rues, les sales types, les vicelards, et tu leur vends Enfin, tu te vends, et pour pas un rond en plus. Pour un sale petit Mac. Un petit Mac qui relève le compteur.
Et c'est moi qui date. Mais à côté de moi, tu n'es qu'un fossile. Jusque-là, j'ai encore jamais baisé avec une bande de tueurs et de drogués, comme toi tu le fais. Ça s'appelle être à la cool, ça. Mais de quel monde tu sors, hein? Qui est un tueur? L'autre, là, Sport, c'est un tueur, un vrai tueur. Un sport n'a jamais tué personne. Il a sûrement tué quelqu'un. Le personnage de Jodie Foster dans le film, qui est prostituée, il a l'âge que vous aviez dans le livre, dans le récit. C'est même pas la peine de vous poser la question, mais pourquoi vous aimez tant ce film? D'abord, j'aime beaucoup De Niro dans ce personnage, complètement à la fois de choses de rédemption et de vouloir complètement refaire une espèce de loi et de sauver cette gamine. Je trouve que le rapport entre les deux est formidable, quoi. Et puis il y a aussi l'amante, enfin il a aussi une copine qui travaille, etc. Et la déambulation dans New York, hallucinant. Bon, évidemment, je m'identifie au personnage. Très tôt, je me suis très tôt identifiée à ce personnage de paumé, prostituée. Avec ce grand chapeau, je portais ces chapeaux-là, je portais ces vêtements-là en plus. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est moi, quoi. Mais, et puis Jodie Foster est incroyable à l'intérieur. Et le rapport entre les deux est très beau. Le rapport entre... c'est comme dans les choses de cinéma muet, c'est comme dans le... On a l'impression... Ce film transporte beaucoup d'autres films. C'est comme dans Frankenstein aussi, avec la jeune et la petite fille quand il lui donne une fleur. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses dans ce film. Et puis c'est New York est si bien filmé, et De Niro est si bien. Scorsese est magnifique. Votre livre, il est très pudique, en fait. Il est très pudique. Moi, j'ai trouvé que, justement, à certains moments, on est dans l'action, mais vous ne surchargez pas les choses. On passe comme un chapelet, en fait, à la séquence suivante. Et il y a un moment où vous êtes en promo à Rome pour défendre un film que, je crois, vous n'aimez pas trop. Et vous vous dites, mais pourquoi le sexe a-t-il autant d'importance ? Oui. C'est-à-dire qu'en plus, à l'époque, alors maintenant, toujours, hein, mais on en parle moins, c'est genre, les gens sont un peu comme ça, ils se cachent un peu derrière leurs petits doigts. Mais en fait, à l'époque, c'était ce qu'on appelle la libération sexuelle. Ça porte, voilà. Et c'est vrai que le sexe au cinéma, les actrices au cinéma et le sexe, c'était quelque chose... C'est un peu moins comme ça, les choses ont changé, mais c'était très très fort. En Italie, elle cesse, non, la femme, on disait toujours, elle est belle, elle est fourrure, elle est machin, on allait, c'était érotique. Et le cinéma italien a beaucoup érotisé les actrices, il fallait toujours que ce soit érotique, etc. Et donc, si vous voulez... c'était quand même une tradition des filles très érotisées, et puis aussi du scandale à l'italienne, dans les films de Fellini, plus ou moins, partout. Je veux dire, après, c'est plus ou moins poétique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quand même, ça tourne quand même autour de ça. Il y a quand même une espèce de sensualité. Parfois, c'est de la sensualité, parfois, c'est de la sexualité. Voilà, ça, c'est deux choses différentes. Mais enfin, bon, c'était à l'époque, c'était très... En tout cas, moi, je me trouvais au centre de tout ça. Voilà. Donc, me trouvant longtemps au centre de tout ça, voilà, j'en parle dans ces livres. Un des plus beaux moments de votre livre, c'est le moment où Christian Louboutin arrache les posters de Ici Paris, où vous apparaissez. Et là, je vous cite, il arrache évidemment pour... Oui. C'est une sorte de protection dérisoire, mais le geste est là. Et vous dites, je cherchais une comparaison entre ce malheur, celui que vous vivez, et un malheur ancien ou un malheur futur, et je fermais les yeux et je percevais l'immoralité des grands de ce monde et la pédophilie, manne céleste. Ah ça c'est sûr. Oui, mais ça, vous savez, c'est toujours présent, hein, malheureusement. Je pense que c'est ainsi. Je ne peux pas en dire plus, c'est vrai. Alors, pour finir cette émission, je sais que dans votre livre, je me souviens que vous parlez du film de Visconti, Mort à Venise. Vous le mentionnez brièvement, ou dans Innocence peut-être. Là, j'ai retrouvé un article qui est paru dans La Croix, il y a quelques mois. La fille du jeune homme qui joue dans Mort à Venise, dans le film de Visconti, donc d'un compositeur qui tombe amoureux d'un petit garçon, je la cite, et vous pourrez réagir si vous voulez. « Quand je regarde les images du casting de Mort à Venise, ça me fait mal. Mon frère était un enfant très sensible, timide, qui voulait
qui ne voulait même pas être là. Et subitement, on lui demande de poser torse nu. Je sais que la nudité lui pose problème. Il ne voulait pas se déshabiller. Ça fait mal de voir ça. Là, je voudrais remonter dans le temps et demander à sa grand-mère ce qu'elle fabriquait. Je lui dirais, arrête, laisse ce gamin tranquille. Il ne faut pas faire subir ça à un enfant. Non, ça c'est clair. Mais ça a donné mort Elle parle de quoi? Elle parle de Tadzio, parce que Tadzio, moi j'ai Pierre et Gilles qui l'ont rencontré en Islande ou en Finlande. Et il est incroyable parce qu'il a une figure complètement christique avec des cheveux blancs comme ça. Il vit avec très peu d'argent. Et il est devenu... Enfin, sa tête est incroyable, quoi. Tadzio, l'enfant, est devenu un homme grand comme ça, avec des cheveux comme ça. Est-ce qu'elle parle de Tadzio? Oui, c'est de lui qu'elle parle. Oui. Tadzio, j'ai vu des images de lui il n'y a pas longtemps. On pourrait se demander ce qu'il... Voilà, il existe, il habite dans les pays nordiques. Je sais qu'il n'a pas très bien vécu... je crois qu'il n'a pas très bien vécu cette histoire, je pense. Parlez-nous de cet oiseau mort que vous avez retrouvé dans votre salle de classe, à votre place. Alors, oui. Il y avait un oiseau mort qui a été déposé. Je ne sais pas qui l'a déposé, c'est un crétin de la classe ou une crétine, etc. Peu importe. En tout cas, je me suis mise à hurler, etc. Et Christian, je suis sortie de la classe. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et Christian m'a pris par la main. Et il y avait des gens qui sont mis à courir. Il y avait des gens qui restaient dans la cour, etc. Et on s'est échappé sur le boulevard de Ceinture, sur le boulevard Soult. On va se quitter avec un deuxième extrait de votre film Une jeunesse dorée. Qu'est-ce que c'est au fond, aimer vraiment? Hein? C'est quoi? C'est se fondre complètement dans l'autre, au point de ne faire plus qu'un, comme deux aimants inséparables. Amour-passion. C'est se vouer à l'autre corps et âme, lui prouver sa fidélité absolue et par ce sacrifice réaliser l'amour idéal. C'est je t'aime moi non plus, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Peut-être c'est l'amour platonique, mais peut-être qu'aimer, finalement, c'est se tromper soi-même. C'est ça qui est palpitant en amour. On ne sait jamais vraiment. Lucille est exquise. Bravo! Un extrait donc de votre second long métrage. Dans Les Enfants de la nuit, on passe du cacolac à la cocaïne, des dents pourries d'Alain Pacadis aux dents très blanches de Christian Louboutin, de l'amour homosexuel avec Edwige, où vous dites « J'aurais pensé qu'avec une fille, les baisers seraient plus tendres. » Ah oui. Donc on passe par beaucoup de contradictions, un goût de la mort et en même temps l'attente de cet ange, de ce farfadet que vous appelez, qui arrive, qui survole et que vous allez finir par trouver. C'est quoi l'amour aujourd'hui en 2022 pour vous? Ça, c'est une vaste question. C'est quoi pour moi ou c'est pour moi? L'amour comment? L'amour pour moi, oui, l'amour pour les autres, l'amour en général, l'amour sur Terre, l'amour comme dit Lucie. C'est quoi l'amour? On va bientôt passer le bac philo. C'est une allégorie. Lucie est une sorte d'allégorie dans le film. Voilà. C'est quoi pour moi l'amour pour moi, Eva, ou c'est quoi pour moi l'amour en général? Vous voyez ce que je veux dire? La question est infinie. Vous avez largement le temps de parler l'ampleur de répondre aux deux questions. L'amour pour moi, c'est quelque chose qui revient toujours sur quelque chose de pureté. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a toujours cette éternelle jeune fille sur laquelle il faut que je revienne, comme une espèce d'éternel recommencement. Alors c'est très curieux parce qu'on pourrait se dire voilà, il y a innocence, il y a les enfants de la nuit, puis finalement non, non, il y a toujours cette idée. Je crois que c'est je sais pas si je partage ça avec beaucoup de femmes, sans doute, mais qu'il faut quand même revenir à quelque chose de pur, voilà, de pur pour se préparer à l'être aimé. Voilà, et donc aussi d'innocence, et donc de juvénilité, et donc de jeune fille, et donc de promise, et donc de mariée, et donc de partage. Voilà. Donc pour moi, l'amour passe par il y a une préparation, si vous voulez. Alors, il peut y avoir des fulgurances, mais sinon, pour moi, c'est ça. Voilà. Prête pour le petit questionnaire? Oui. Eva Ionesco, où étiez-vous le 31 décembre 1999, quand le monde pensait que le monde allait disparaître? Alors, il me semble que quand je pense... J'étais avec mon psychiatre
Mais combien il vous a pris? 300 €? Non, mais j'ai eu une histoire d'amour avec mon psychiatre. Et je sens qu'il y a voilà. un livre qui va sortir là-dessus. Oui, j'espère. Parce que c'est une très belle histoire. Et donc, voilà. Mais il y avait eu la Coupe du Monde, c'était quand déjà? 98. Voilà. Donc, il allait très mal. Et j'étais à ses côtés. Ah, vous soignez votre psychiatre? Ouais. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, ce serait qui? Marilyn. On vous compare d'ailleurs à Marilyn, je crois, à un moment Oui. dans le livre. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un. Oui. Et que vous décidiez de lui dire « Allez, j'enterre la hache de guerre, je reviens vers toi ». Quel est le DVD que vous envoyez par la poste? Chucky, la poupée de sang. Non, je plaisante. Je sais. En général, qu'est-ce que... Je sais pas... la balade sauvage... Terrence Malick. Ouais, de Terrence Malick ou bien Splendor in the Grass d'Elia Kazan. Mais peut-être un truc plus marrant parce que... Ouais. Quel est le livre que vous avez le plus offert? 2 dames sérieuses de Jane Bowles. Je trouve ce livre exceptionnel. C'est un livre rare et beau, écrit magnifiquement. Elle n'a pas écrit beaucoup. Et Paul Bowles a volé beaucoup, Jane Bowles. Je pense que ça avait une part, c'est aussi pour ça qu'elle... Après, on peut imaginer tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut. Moi, je pense que quelque part, ce vol l'a rendu un peu... parce que lui était plus fort, etc. Et on retrouve dans le Thé au Sahara, etc., ce style qu'elle a. C'est son style à elle, qu'il a pris, etc., et qui existe dans le Thé au Sahara. Et toutes ces choses-là, c'est la manière de faire de Jane Bowles, qui, dans de Dames sérieuses, formidable. Et c'est incroyable. Il y a des choses qui peuvent ressembler à Joyce, mais c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique de vos funérailles? Oh là là, moi j'aimerais bien qu'il y ait des tziganes, de la musique des pays centraux, du rock, voilà, des... Ouais, j'aimerais bien avec un orchestre. Quelle est Pardon. Tant qu'à faire. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant le lieu où vous êtes né, là, une maternité? Bah alors, presque jamais, parce que c'est dans le 15e. C'est tellement loin. Bah, c'est l'autre bout de Paris. Hein. Oui, je comprends, ma pauvre dame. Mais je ne suis jamais... Je suis passée une fois, et c'était avec mon premier mari qui habitait dans le 14e, donc on a dû passer par le 15e à un moment donné. Donc j'ai dit, ah, c'est là que je suis née. Sinon, je suis passée plus souvent devant la maternité où j'ai accouché, qui était à Saint-Vincent-de-Paul, qui est entre Port-Royal et d'Enfer-Rochereau. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, votre futur amour, votre caméra, votre ordinateur, tous vos animaux de compagnie, demain matin à 9h, vous êtes où? Aux États-Unis. Ouais, c'est vaste. Ouais, c'est pour ça que peut-être le Texas. Je sais pas, j'aimerais bien les Détroit, le Texas, San Francisco. J'ai envie de retourner aux États-Unis. J'aime beaucoup les États-Unis parce que j'étais très heureuse quand j'habitais là-bas et j'aime beaucoup ce pays malgré toutes ces choses qui se passent tout le temps. Mais non, c'est les États-Unis qui me plaît. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée où vous voguez comme ça et puis au détour d'un couloir, vous vous retrouvez face à une toile ou à une sculpture ou une photo et vous dites « Mais mince, mais c'est moi que je suis en train de regarder ». Jamais. Par contre, mon fils, oui. J'avais vu le Blue Boy. Je l'avais vu justement aux États-Unis. Il était exposé au Getty. Et je me suis arrêtée. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est Lucas. Et donc, c'est souvent... Et souvent, je le vois dans les tableaux, en fait. La lithographie de Picasso que vous avez offert votre papa, elle continue à vous suivre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans votre livre, petit aparté, vous êtes... un peu vous retrouvez mi-chèvre, mi-chou devant les installations d'Andy Warhol. Oui, avec Apolline. Ouais. Quand elle est avec toutes les pommes et les fruits et tout ça, quand il fait cette chose et tout. Ouais. Oui, bah, il était là, ces soirs-là. Et après,
moi, quand je suis été à New York, on l'a plus souvent vu parce qu'on avait été à la Factory, mais c'est pas dans ce roman. Et là, il était à Paris, on avait tellement envie de le voir. Et c'est Joël Lebon, qui faisait partie de la bande des Saint-Laurent, qui nous disait, venez, venez, je vais vous emmener voir... ou soit je vais vous faire rentrer dans les bureaux de Saint-Laurent la nuit, comme un peu des choses un peu magiques. Moi, je vais vous apprendre ça, puis je vais vous faire connaître Andy Warhol. Donc, à chaque fois qu'il y avait Andy Warhol, il nous disait, venez, il y aura Andy Warhol. Alors, il n'était pas toujours là, mais là, ce jour-là, il était là. Et alors, on s'est habillés, on a mis des vêtements un peu... Voilà, il y avait ma copine Apolline qui s'était fait un chou, donc elle était moitié rouge, moitié blanche. Et on s'est dit, on va pas l'amener à l'hôpital parce que franchement, il y a quand même Andy Warhol, il faut qu'on voit Andy Warhol, etc. Elle s'est habillée en une chose égyptienne en plastique. Il y avait Christian Vincent, on s'était habillé un peu bizarre. Il y avait André Putman qui nous a ouvert la porte, nous dit que c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer. Finalement, Joël nous chope, etc. Et on dit, venez, etc. Et tout d'un coup, bim, Andy Warhol flash sur Pauline, qui avait une espèce de coiffure ananas, comme un peu la fiancée de Frankenstein. Elle était incroyable. Je veux dire, elle avait des coturnes, etc. Il lui dit, viens et tout, on fait de photographie. Alors nous, on suit hyper contents, etc. On va dire, c'est génial, il va se passer quelque chose, etc. Donc, il y a eu une sorte d'attroupement. On est descendu, il y avait une table, il l'a mis sur la table, etc. Et puis, là, il ne savait pas quoi faire. Alors, il y avait des pommes et des poires, on trouvait ça nul. Il a commencé à foutre des fruits. Mais le truc était bizarre, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu improvisé, mais pas hyper warholien. C'était genre curieux. Et on se moquait. On était un peu prétentieux à l'époque, hein, quand même. Et avec Vincent, et on était... Mais c'est vrai qu'on le trouvait... En vrai, on le trouvait un peu ringard, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est moins impressionnant que tout ce qui se passe au BHV, où on peut aller trouver des serrures pour faire des robes. Oui, où on prenait toutes les serrures, on volait beaucoup au BHV, puis c'était un endroit très amusant on volait, puis ça faisait plein de bruit et plein de choses, et puis c'est vrai que c'était tout brillait, donc c'était rigolo. Et qu'à l'époque, on faisait beaucoup de vêtements détournés, déjà à l'époque. Enfin, c'était déjà l'époque où Vincent avait l'idée de faire des vêtements détournés avec des objets qui étaient des objets usuels ou qui n'étaient pas forcément des vêtements, quoi. Il a fait des chaussures à base de maquereau, c'est ça? Non, ça c'est Christian. Christian, pardon, c'est de Christian que je voulais parler. À base de maquereau. Ouais, parce que justement, il s'est dit que ça allait peut-être le sauver, je sais pas quoi, ou ça allait peut-être guérir chez lui le fait de ne pas supporter le poisson. Mais je crois aussi que c'est parce qu'il a beaucoup aimé un poisson, qui était peut-être son fétiche, hein, ou en tout cas, il adorait les choses imprimées. On allait beaucoup au musée des colonies, et au musée des colonies, il y avait bien sûr tout l'art africain, qui n'est plus là, malheureusement, parce que c'était incroyable, et donc, et des poissons, et des alligators. Donc c'était un truc, c'est comme dans Tintin. Et on passait beaucoup de temps à regarder, et je pense que le côté imprimé, comme ça, de la peau de poisson, c'était quelque chose qui l'a marqué, parce que ça brillait, et tout ça, ça sentait mauvais. On n'a rien sans rien. Question courte, réponse courte. Quand vous avez une grande décision à prendre, d'un point de vue artistique ou personnel, est-ce que vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel qui vous aide à la prendre, cette décision? Ouais, je sais pas. J'essaie de... En général, j'ai des photos chez moi, des choses, des gens qui représentent des gens, des objets qui ont été donnés par des amis et... Je sens si ça va ou pas. Donc oui, je m'appuie un peu là-dessus. Oui. Merci beaucoup Eva Ionesco d'être venue dans Le Vrai Monde. Je rappelle que Les Enfants de la Nuit est paru chez Grasset. Et puis, à quoi vous pensiez quand vous avez pris ces photomatons qui sont en 4e de couverture? Alors là, je revenais de Grèce, je crois, avec Christian. Et parce que j'ai pas les cheveux coupés et j'étais bronzée et j'étais contente et tout. Et c'était au photomaton de la Bastille. Il y avait un ange, on voyait l'ange de la Bastille, etc. Et je pensais à toujours la même chose, à l'amour. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Et à titre personnel, moi, je voudrais vous remercier, vous féliciter pour le dernier plan, le plan de fin de votre deuxième film, Une jeunesse dorée, où on voit tout le monde qui s'installe dans la salle et votre personnage, hein, joué par une comédienne. Et ça s'arrête sur des gens qui sont en train d'écouter quelqu'un et de regarder quelqu'un. Et c'est ça qui me fait dire que votre regard sera toujours votre arme fatale. Merci, ça c'est très gentil. À bientôt. À bientôt, merci.